Et si on se disait que l'école, telle qu'on la connaît, elle était complètement dépassée? C'est un peu la grande question qu'on va explorer ensemble. On va décortiquer comment on pourrait passer d'un modèle scolaire super rigide, presque industriel, à un système vraiment vivant, qui respire et qui s'adapte à chaque élève. Cette citation d'André Jordan, elle tape en plein dans le mille. Une discipline, un cours, une heure, un enseignant. C'est ce cadre qui ne bouge jamais. Ce saucissonnage du savoir, comme certains l'appellent, finit par tuer la curiosité et l'envie, autant chez les élèves que chez les profs. C'est exactement ce cadre-là qu'on va essayer de faire bouger. Alors, pour y voir plus clair, notre parcours va se faire en 4 temps. D'abord, on va poser un diagnostic, sans concession, du modèle actuel. Ensuite, on rêvera un peu en imaginant une alternative beaucoup plus vivante. Après ça, on verra le rôle absolument crucial des enseignants. Et enfin, on s'attaquera au gros morceau, comment on fait concrètement pour transformer tout le système. Allez, on commence par le diagnostic. Pourquoi est-ce que ce modèle est à bout de souffle? Pour faire simple, notre école, elle fonctionne encore sur des logiques qui datent du 19e siècle, de l'ère industrielle. C'est un peu comme si, aujourd'hui, on essayait de surfer sur Internet avec un Minitel. Pour vraiment comprendre l'absurdité d'un système qui veut mettre tout le monde dans le même moule, il n'y a rien de mieux que la fable de l'école des animaux. Imaginez un peu le tableau. Un canard, un lapin, un aigle, tous obligés de suivre exactement le même programme sans tenir aucun compte de leur talent naturel. Le résultat, il est à la fois cruel et absurde. Chaque animal est jugé sur ce qu'il ne sait pas faire, jamais sur ses points forts. Le système, en voulant à tout prix uniformiser, ne fait que fabriquer de l'échec et de la frustration. C'est une métaphore parfaite de ce que beaucoup trop d'élèves vivent encore aujourd'hui. Marguerite Yourcenar l'avait superbement résumé. On s'acharne à vouloir obtenir des gens des qualités qu'ils n'ont pas, et pendant ce temps, on oublie complètement de cultiver celles qu'ils ont déjà. L'école, ça devrait être un jardin où on cultive les talents, pas une usine qui produit des clones. Et attention, cette fable, ce n'est pas juste une histoire. La réalité, elle est chiffrée, et les chiffres font mal. Dans les zones d'éducation prioritaire renforcées, les fameux REP+, à peine un tiers des élèves maîtrisent les compétences de base en arrivant en 6e. Un tiers, contre 2 tiers pour les autres. Le fossé est juste énorme. Ça veut dire que le système, loin de réduire les inégalités, il les aggrave. Et il y a une autre victime de ce système sclérosé, les enseignants eux-mêmes. Face à ce manque de flexibilité, à des conditions de travail de plus en plus dures, les vocations s'effondrent. Ce n'est pas rien, c'est l'avenir même de notre école qui est en jeu. Bon, après ce constat un peu sombre, on va pas se laisser abattre, on va plutôt essayer d'esquisser une autre voie. Imaginons une salle de classe qui ne serait plus une chaîne de montage, mais un vrai écosystème bouillonnant de vie et de diversité. Là, le changement de vision est total. On passe de blocs de temps rigides à un temps mobile, beaucoup plus souple. On arrête la pédagogie frontale pour tout le monde tout le temps, et on imagine des groupes d'élèves qui changent, qui bougent. L'enseignant n'est plus seulement celui qui parle, il devient un guide, un facilitateur d'apprentissage. Et ça, ce n'est pas juste une belle idée en l'air, les outils, ils existent. Une étude québécoise a recensé plus de 80 approches pédagogiques différentes. Plus de 80. Le cours magistral, ce n'est qu'une seule touche sur un immense piano. L'enjeu, c'est de donner aux enseignants l'accès à tout le clavier, pour qu'ils puissent composer la musique qui convient à chaque élève. D'ailleurs, André de Peretti utilise une métaphore magnifique pour ça, l'enseignant colibri. Ce n'est plus quelqu'un qui impose son savoir, mais quelqu'un qui butine, qui accompagne avec finesse, en alternant présence et distance. Il est là pour aider la fleur, l'élève, à s'épanouir par elle-même, sans jamais l'abîmer. Bien sûr, pour que cet écosystème fonctionne, l'enseignant ne peut plus être seul dans son coin. Il doit, lui aussi, devenir un apprenant. Et la clé de cette transformation, c'est simple, c'est la collaboration avec ses collègues. Mais la collaboration, ce n'est pas toujours facile. Il y a la parabole du porc épic qui illustre ça parfaitement. En hiver, les porcs épics ont besoin de se serrer les uns contre les autres pour avoir chaud, mais s'ils se serrent trop, ils se piquent. Dans une école, c'est piquant, ça peut être la peur d'être jugé ou juste la difficulté à changer ses habitudes. Alors, comment on fait pour se réchauffer sans se piquer? Les Japonais ont une méthode géniale pour ça, le Jujyo-Kenkyu, ou l'étude de leçons. C'est un processus en plusieurs étapes. On prépare un cours ensemble, l'un le donne pendant que les autres observent, non pas le prof, mais les élèves, et après on en discute tous ensemble pour l'améliorer. On passe d'une logique d'inspection à une logique de co-construction. Ok, on a le diagnostic, on a la vision et on a même une méthode pour mieux travailler ensemble. Mais la question à 1 million demeure. Comment on passe de quelques expériences géniales dans une classe à une transformation de tout le système ?
Le problème, c'est que le système éducatif est rempli de ce qu'on appelle des micro-innovations. Ce sont toutes ces idées incroyables, ces pratiques brillantes développées par des profs passionnés, mais qui restent coincées entre les quatre murs de leur salle de classe, complètement invisibles. La vraie question, elle est donc là. Comment on casse cet isolement? Comment on fait pour qu'une idée géniale ne meure pas quand un prof part à la retraite, mais qu'au contraire elle se propage et qu'elle enrichisse tout le monde? En fait, la réponse tient à un seul mot, la culture. D'un côté, il y a l'école, figée, celle qui pense que c'était mieux avant et qui cherche toujours des coupables à l'extérieur. Et de l'autre, il y a la communauté apprenante, qui résout les problèmes ensemble, qui ose, qui expérimente. Ce sont vraiment deux mondes que tout oppose. La clé pour bâtir cette culture de l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle le leadership systémique. En clair, ça veut dire qu'on arrête d'attendre l'ordre qui vient d'en haut ou de compter sur le prof féro qui va tout sauver tout seul. L'idée, c'est de tisser des liens entre les écoles, de créer des réseaux pour que les bonnes idées voyagent, circulent et s'enrichissent en chemin. Le but, que le système tout entier devienne intelligent et apprenne en permanence. On va terminer là-dessus, avec une question qui s'adresse à chacun d'entre nous au fond. Et si finalement, le plus grand mur à faire tomber, ce n'était pas le système, mais simplement l'idée qu'on se fait tous de ce que doit être l'école? Peut-être que la plus grande des révolutions, c'est de commencer par changer notre propre regard, pour enfin oser la réinventer.